aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur particulièrement de vous partager, l'importance de l'alliance thérapeutique dans l'efficacité de nos séances d'hypnose. Une petite présentation rapide sur qui je suis. Donc Julie Robillard, pour ceux qui connaissent pas du coup mon nom. Donc thérapeute depuis longtemps, ergothérapeute depuis 18 ans. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'ergothérapie c'est le paramédical qui permet aux personnes handicapées ou atteintes d'une pathologie de proposer des aides techniques, des aménagements du logement, des aménagements du véhicule en vue de leur maintien de l'autonomie. Voilà. Très joli cursus, c'est super. Moi, j'ai vraiment aimé en fait ce métier. Je le mets au passé parce qu'aujourd'hui, justement, en fait, depuis 3 ans, je suis formée à l'hypnose. Et j'ai ouvert le cabinet et d'ergothérapie d'ailleurs et d'hypnose. Hein. Mais c'est vrai que le cabinet, du coup, prend vraiment de l'ampleur par rapport à l'activité d'hypnose plus que d'ergothérapie, pour diverses raisons. Je ne suis pas vraiment spécialisée, mais en réalité, quand même, je m'aperçois que j'aime bien travailler sur tout ce qui est schéma répétitif et puis les troubles somatiques. Toujours intéressant. Je suis de plus en plus alignée avec mon parcours. Pour faire simple, c'est un parcours qui est un petit peu depuis toujours et entre éducation et réparation. C'est pour ça que à la fois je fais des formations et puis à la fois j'éduque mes clients et qu'à la fois je répare entre guillemets ou reconstruis. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. C'était toi Aurélie. Pourquoi ? Parce que dans mon parcours d'ergothérapeute, quand j'ai fait justement mon mémoire de fin d'études, etc., j'ai travaillé sur de l'éducation thérapeutique dans un milieu extra-hospitalier, ce qui se faisait jamais à l'époque. Et puis, après ça, j'ai fait de la réparation du dommage corporel. Donc, éducation, j'ai éduqué. Réparation du dommage corporel, je faisais participer déjà à la réparation. Donc c'était plutôt pas mal et je trouve que finalement sur l'hypnose on est vraiment sur à la fois de l'éducation et à la fois de la réparation, ce qui vient du tout s'aligner vraiment avec ma pratique aujourd'hui. Je trouve ça plutôt intéressant. Mon cabinet, c'est situé à Saint-Cyr-sur-Loire. Alors rentrons dans le vif du sujet, l'hypnose et les hypnopraticiens et surtout les formations d'hypnose. Au niveau du coup des écoles de formation, on voit qu'elles se multiplient, elles deviennent de plus en plus nombreuses, ce qui peut être positif, mais aussi on voit que les formations elles peuvent être très courtes et puis elles peuvent être très longues. En tout cas, elles sont ouvertes à tous et ça c'est plutôt positif. Et on va voir aussi qu'il y a quand même des questionnements qui peuvent se poser. J'ai trouvé une formation où ils offrent la possibilité d'avoir un certificat international pour 200 heures de formation en ligne, complètement en ligne. Donc voilà, ça peut poser un petit peu des questions. En tout cas, parfois, ça peut nous interroger. La pratique de l'hypnose, on le sait tous bien, il y a une réglementation floue, voire inexistante. Je crois que vous ne me contredirez pas avec ça. Les constats par rapport à l'apprentissage. L'hypnose, elle est ouverte à tous. Youpi, oui mais. Pourquoi oui mais ? On verra ça. Youpi parce que je trouve que la reconversion professionnelle en France, elle est toujours un petit peu compliquée, souvent. En tout cas, on est obligé de passer à peu près 10 ans de reconversion pour faire quelque chose. En tout cas, quand on est mis dans une case, on a du mal à en sortir. Donc là, c'est plutôt facile, c'est plutôt assez court et c'est sans aucun prérequis. Donc ça, c'est hyper cool. Cool aussi parce que l'hypnose, elle se démocratise encore plus. Ce qui est plutôt sympa. Le oui mais, il est dans le constat que finalement le nombre de praticiens explose et que parfois, malgré tout, ceux qui s'installent, ils peuvent se sentir un petit peu démunis dans l'accompagnement à l'autre. Surtout s'ils ne sont pas du tout à la base dans un métier de l'aide à l'autre. D'accord ? Et puis, en tout cas, moi, ça me pose question sur parfois la qualité du soutien qui peut être apporté et l'éthique de certains praticiens. Une petite anecdote du coup par rapport à un client, une cliente qui me dit « Ah oui, je voudrais faire de l'hypnose, etc. » Mais par contre, dites-moi, parce que la dernière fois que j'ai fait une séance d'hypnose, j'étais sur un espèce de lit, etc. Et puis j'étais à 4 pattes, je faisais des bruits d'animaux. Est-ce que ça va se passer comme ça ? Alors non. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit un petit peu de tout, mais bon, à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais voilà, dans mon cabinet, non. Voilà.
Le constat sur l'apprentissage, du coup, donc dans les écoles, on apprend à maîtriser souvent une technique plutôt de soin, entre guillemets, hein, mais comme quand on apprend le Reiki, comme quand on apprend en fait plusieurs techniques. On apprend donc son histoire, les inductions, je vous passe les détails, hein, les indicateurs de transe, les ancrages, etc. Par contre, ça n'a pas vocation à apprendre à être thérapeute. Okay, et donc ça, c'est vrai qu'encore une fois, pour ceux qui n'ont pas forcément de bagage au départ, eh bien ils peuvent se sentir un petit peu démunis. Alors une séance d'hypnose en cabinet, au risque d'enfoncer une porte ouverte, c'est avant tout une séance de thérapie. D'accord ? On n'est pas dans l'hypnose de spectacle, c'est avant tout une séance de thérapie. On s'engage en tant que professionnel à implicitement ou moins implicitement à aider l'autre à atteindre ses objectifs et puis à le soutenir en fonction de son besoin et de ses objectifs. En réalité, quels que soient nos outils, on s'engage à être thérapeute. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée-là, mais je trouve qu'on s'engage à être thérapeute. Je vais vous parler un peu de la règle du 80-20, vous allez voir peut-être 85-15. Il y a des anciens travaux qui indiquent que finalement le succès d'une thérapie tiendrait environ à 80%, ou à 85%. Ça reposerait sur la relation thérapeutique, plus que sur l'outil utilisé. Donc ça pose question et ça peut interpeller. Je voudrais vous parler des travaux d'Audrey Van Oudenhuis, qui est chercheuse et clinicienne, au départ psychologue, qui exerce à l'Institut de Liège. Et elle a fait une étude sur des patients hospitalisés en soins intensifs qui étaient proches de subir une chirurgie cardiaque. L'objet de l'étude, c'était de déterminer précisément l'impact que pouvaient avoir certains traitements, certains soutiens, avant la chirurgie sur le niveau d'anxiété, sur la douleur, la fatigue, et puis sur le niveau de récupération post-chirurgicale. Le constat en réalité qu'il faisait, c'était que finalement, l'anxiété, le stress avant l'opération, ressenti avant l'opération, venait mettre à distance, ou en tout cas retarder la récupération post-chirurgicale. Donc ils se sont posé la question. Aujourd'hui, on a du soin avec diverses choses, et notamment un psychologue. Si sur cette base-là, on installe aussi des techniques d'hypnose, une séance d'hypnose, puis si sur cette base-là, on installe en plus de l'hypnose et de la réalité virtuelle, et puis si on installe finalement, en plus de ce soin-là et du psychologue, que de la réalité virtuelle, est-ce que finalement on a les mêmes résultats sur le ressenti subjectif des patients ? Concrètement, juste pour revenir, la réalité virtuelle, vous savez ce que c'est, du coup le casque, là c'était une image en fait qui projetait simplement et puis qui laissait défiler comme ça pendant quelques minutes, d'accord ? La séance d'hypnose, c'était une séance d'hypnose audio, préenregistrée, et hypnose et réalité virtuelle, c'était les deux qui se passaient en même temps. C'était quoi comme image ? L'image, c'était en fait une montagne, avec un arbre, une petite colline, etc., un truc un peu bucolique, quoi. Voilà. Le descriptif de l'audio ? Le descriptif de l'audio ? C'est en lien avec l'audio ? Je pense. Là, j'ai pas eu l'audio. L'image d'un côté, l'audio de l'autre, et les deux en même temps. C'est ça. Ouais. Comment ? Tu es la montagne. Ouais. Alors, par contre, je sais pas exactement. Toi, sur l'audio, je sais pas s'il y avait de la musique plus en fait, de la parole. Est-ce qu'il y avait de la musique sur la réalité virtuelle ? J'en sais rien. Tu peux choisir. Nous, on l'a au bloc. Tu l'as ? Ouais. Mais là, tu vois, pour l'étude, je sais pas ce qu'ils avaient mis exactement. Bref. En tout cas, leur constat, donc attention, c'est bien pour cette population précise et dans ce contexte, en fait, il n'y a pas de différence significative entre tous ces accompagnements sur le vécu subjectif des personnes, ni sur l'amélioration de leur état post-opératoire. Donc ça pose quand même une question, c'est de te dire, alors certes, c'est que pour ces patients-là, mais en l'occurrence, quand même, c'est important. Pourquoi ? Parce que la seule certitude, c'est que en revanche, l'écoute et l'accompagnement par la psychologue, ils se sont aperçus que ça prévalait quand même sur le fait de ne rien faire. Donc ça, c'était quand même plutôt positif pour nous, parce que presque pas besoin de l'outil, quoi, j'ai envie de dire. On va voir que c'est pas tout à fait vrai. Alors finalement, que sait-on sur la relation thérapeutique ? Comment la définir, la matérialiser tout au long de notre processus ? Et je voudrais débuter avec Carl Rogers. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Carl Rogers, l'approche centrée sur la personne notamment. Une petite description rapide de ce bon vieux Carl.
donc né en 1902, décédé en 1987. C'est un psychologue américain qui a plutôt le vent en poupe dans les années 50 et qui développe une méthode de psychothérapie et de relation d'aide. Alors ce brave Karl, à un moment donné, en lisant justement sa méthodologie, etc., je me suis dit, mais il est ergothérapeute ce mec ou il est hypno? Parce que finalement, je fais à peu près la même chose. Alors en réalité, pas tout à fait, c'est plutôt, puisqu'il il a quand même créé ça avant même que je naisse, n'est-ce pas? Par contre, du coup, ce qui est plutôt positif, c'est que ça veut dire que sa constatation a pu justement être repris dans différents milieux de soins et d'accompagnement, et ce qui est plutôt cool. Bon, ces livres notamment sur lesquels je me suis inspirée pour cette présentation, donc c'est la relation d'aide et la psychothérapie et l'approche centrée sur la personne. Sa théorie à lui, c'est qu'en établissant une relation avec un thérapeute qui est compréhensif, un client peut résoudre ses difficultés et acquérir la compréhension nécessaire pour lui pour se restructurer et pour améliorer son état par lui-même. Donc là, on va voir que finalement, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire ce partenariat qu'on a et cette confiance en fait qu'on peut avoir en notre client, en sa capacité de changer. L'approche centrée sur la personne. Lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, le thérapeute, il n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais il est là pour l'aider à déterminer ses propres buts. Je crois que ça nous rappelle quelque chose, ce truc-là. Il s'agirait donc de se centrer sur l'individu, bien plus que sur le problème. C'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, l'individu il est vraiment considéré comme une personne capable de prendre sa vie en main et capable de changer et d'utiliser ses ressources pour justement aller vers ce changement. Dans cette approche centrée sur la personne, on considère en fait que finalement c'est un courant humaniste de la psychologie. Sylvain, tu nous diras que tu as certainement peut-être étudié ce bon vieux Karl. Oh oui, centré sur la personne. Par cœur. C'est un gros temps. C'est parti depuis. quelques rappels. Du coup, donc, elle est fondée vraiment sur une vision positive de l'humain. Et en fait, cette approche, elle s'appuie vraiment en fait sur l'idée que chaque personne aurait en fait d'une façon innée à utiliser toujours en fait son plein potentiel. C'est-à-dire que voilà, personne ne se laisserait sombrer s'il le choisissait vraiment consciemment par lui-même. D'accord ? Et puis ce qui compte, c'est l'attitude du thérapeute. Grosso modo, ça consiste en une manière d'être plus qu'à une manière de faire. Et ça, c'est quand même plutôt aussi important à savoir. Et c'est pour ça que peut-être on a cette idée de 85%, où finalement, c'est l'accompagnement thérapeutique qui prévaut sur la méthode en tant que telle. Alors on voit que finalement, entre la recherche à Liège et puis finalement c'est 85%, et puis finalement Karl, là, que l'hypothèse c'est que finalement la relation d'aide, c'est elle qui est au cœur de la réussite d'une thérapie. L'outil semblerait secondaire, mais alors du coup on se pose la question, comment finalement favoriser cette manière d'être pour que la personne puisse vraiment utiliser son plein potentiel, et puis comment notre outil, qui est l'hypnose, peut vraiment magnifier nos séances et magnifier cette alliance thérapeutique. Au risque d'être un petit peu... Comment ? Non, pas redondante, mais en fait, voilà, alliance thérapeutique, c'est 2 mots, quoi. Ça va pas trop dur à suivre. Alliance et thérapie. L'alliance, du coup, une collaboration, un véritable partenariat. Et puis thérapeutique, qui vient du grec thérapeutique, qui est prendre soin. Donc l'alliance thérapeutique, en fait, c'est une collaboration, un partenariat, dans l'objectif de prendre soin. Les mécanismes de l'alliance thérapeutique. La collaboration, on peut dire qu'il y a 4 aspects fondamentaux, la négociation, la mutualité, la confiance, l'acceptation. Alors la négociation, c'est se mettre d'accord sur un cadre, un contexte. On est d'accord qu'on se met d'accord avec notre client sur voilà, la façon dont on va se voir, la prise de rendez-vous, etc. On en reparlera, d'accord ? La mutualité, c'est agir ensemble dans le but toujours de prendre soin et puis d'augmenter finalement une compétence ou aller résoudre un problème.
La confiance, la base de toute relation, encore plus d'une relation thérapeutique évidemment. Et puis l'acceptation, elle est importante parce que c'est l'acceptation même, finalement, que plus ou moins implicite, que l'on va influencer et qu'on va se laisser influencer. Et ça, je trouve que c'est important par rapport à l'hypnose, on en reparlera. La relation thérapeutique, du coup, avec ce côté influence de l'un et de l'autre, bah, finalement, on s'aperçoit que c'est une relation qui est asymétrique. Avec un pouvoir qui est accordé au professionnel, notamment en raison de son savoir. Et ça, c'est important quand même de savoir que voilà, on a ce rôle-là, hein, on n'est jamais sur une relation finalement symétrique. L'hypnose et la symétrie, bah, qui de plus en fait qu'avec la croyance que l'hypnothérapeute va contrôler votre cerveau, et plus encore dans la symétrie finalement. Personne, hein. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait d'autres thérapeutes qui aient vraiment encore plus cette asymétrie-là, je crois. Google My Business, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Alors Google My Business, je ne sais pas si vous en avez. Vous avez des petits avis, et puis Google, il fait « Ah, bah tiens, il a chopé des mots, et puis il y a plus de ça, de ça, de ça. » Mes clients, ils disent quoi? Mes clients, ils disent bienveillance, confiance et gentillesse. Ils disent pas efficace, et ils disent pas professionnel non plus. Bon, est-ce que je vais être déçue ou pas? Je sais pas, on va voir ça ensemble. D'abord, parlons des conditions du processus thérapeutique. Toujours par rapport à ce bon vieux Karl, il y a thérapie si deux personnes sont en contact, parce que là, tout va bien. Si le client est en incongruence, vulnérable, anxieux ou désaligné, bon, grosso modo, il a un problème, quoi. Si le thérapeute est congruent dans sa relation, aligné. Si le thérapeute pose un regard positif, inconditionnel vis-à-vis du client et qu'il communique cet état à son client. Qu'il communique une compréhension, du coup, type empathique, vous en conviendrez. Mais surtout, en fait, il faut que le patient ou le client perçoive, au moins de manière minimale, la condition 4 et 5. Donc le côté empathique et puis le côté regard positif inconditionnel. D'accord? Donc ça, c'est important. Au-delà du fait que deux personnes soient en contact, la relation thérapeutique, c'est avant tout que le thérapeute fasse preuve de trois caractères majeurs. L'authenticité, l'empathie et l'acceptation face à son client. Est-ce que vous connaissez un peu toutes ces définitions-là du coup, qu'est-ce que c'est que l'authenticité pour vous, finalement? Dire que je suis authentique. Un meuble, c'est authentique, mais est-ce que moi, je peux être vraiment authentique? Ouais, être soi. Ouais. Ouais. En réalité, c'est un engagement, justement, à être aligné avec soi, en fait, et à être honnête avec soi-même, on va dire. Et puis, c'est le garant, en fait, de l'éthique. D'accord? L'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Ça marche aussi. Ouais, bienveillance. Se mettre à la place de l'autre, mais attention. Voilà. C'est ça, se mettre à la place de l'autre, mais en même temps, voilà, on va pas aller pleurer sur son épaule, hein, s'il est triste. Hein. D'accord? Et puis, du coup, l'acceptation, bah, c'est le non-jugement. Vraiment, voilà. Si le patient dit qu'il ressent ça, bah, on le croit en fait de base, d'accord? Sinon, on conviendrait bien que là, on n'a pas la confiance nécessaire, du coup, ni en son client, ni en ce qui peut se passer dans la séance. Et lui, il va sentir qu'il y a ce manque d'authenticité, et donc il va avoir du mal à se livrer. Alors, pour revenir aux 3 mots, du coup, de mes avis Google My Business, là, bienveillance, confiance, gentillesse, bah, finalement, je suis assez contente. Parce que si l'alliance thérapeutique, c'est un regard positif et inconditionnel, finalement, ça correspond peut-être bien à de la bienveillance. Finalement, l'empathie, bah, c'est aussi une question peut-être de gentillesse, ou je ne sais pas comment il peut dire. Et puis la congruence, ça amène à la confiance. Donc finalement, j'aime à penser que les personnes qui ont donné leur avis, évidemment, qui ont osé mettre un avis, positif en tout cas, du coup, bah, c'est qu'ils ont été suffisamment entendus et soutenus. Donc je suis plutôt contente parce que ça veut dire que cette alliance thérapeutique, en tout cas, je pense qu'ils l'ont perçue.
Si l'alliance thérapeutique, c'est une relation d'aide, c'est une relation quand même d'aide particulière, mais ça reste une relation d'aide. Je voulais vous parler un petit peu juste de ce qu'on entend en fait par relation d'aide. Ce qu'on entend par relation d'aide, c'est le respect mutuel qui fait partie du cadre de nos accompagnements. Ok, vous devez le respecter, mais aussi de vous respecter, notamment sur les horaires de rendez-vous, etc., sur les horaires qu'on a fixés et autres. Je vais vous lire, hein, parce que du coup, voilà. De la même manière, hein, ça répond au côté éthique et authentique, d'accord ? Le respect aussi, c'est parfois de dire, bah non, en fait, là, je ne vais pas pouvoir vous aider. C'est de refuser aussi de prendre quelqu'un en charge si on ne s'en sent pas capable. Ou si vraiment ça nous saoule. Parce que des fois, c'est pas la question de capacité, mais des fois, on sent qu'on n'est pas à l'aise avec ça et c'est OK. L'écoute active, écouter, c'est bien. Reformuler, analyser, rebondir, c'est mieux. Okay ? Donc là, de la même manière, en fait, c'est quoi en fait l'écoute active ? C'est aussi entendre ce que l'inconscient, en fait, il peut émettre comme hypothèse et puis se dire qu'on va construire quelque chose avec ça. L'empathie, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, bien faire la différence entre empathie et sympathie, d'accord ? Et la sympathie, elle suppose un partage de sentiments et d'affects. D'accord, on n'est pas là-dedans, hein, on est vraiment dans l'empathie. Il n'y a pas d'affect en tant que tel. On conserve une distance affective. Ok ? La congruence, c'est la clé de l'influence. La congruence, c'est cet alignement. Et à partir du moment où vous allez être authentique, congruent, finalement, ça va augmenter notre force, notre charisme. Et donc, ça augmente cette relation de confiance. C'est ça qu'il faut comprendre avec la congruence. C'est ça, créer de la confiance. Si vous manquez de clarté, le client aussi il va se dire « Oula, mais où, je vais où, je ne sais pas comment ». Voilà. Emmenez-le en fait avec vous. C'est vous qui dirigez la séance, c'est vous qui êtes le leader, emmenez-le avec vous. D'accord ? Que ce soit bon ou mauvais en fait. Hein. Voilà. Alors comment instaurer tout ça ? En réalité, dès la prise de rendez-vous et tout au long de l'accompagnement, c'est possible. Vous allez poser le cadre de ce que vous proposez pour cette personne-là. Vous avez énoncé aussi le rôle de chacun. Moi, je parle toujours à mes clients en disant c'est une co-construction. Sans vous, je ne peux rien faire, d'accord ? Donc ça, c'est important de dire qu'ils vont être partie prenante. L'écoute active, évidemment, tout le long du processus, on rebondit, on reformule au besoin pour bien comprendre qu'on est sur la bonne voie. Poser l'objectif lors de la séance. Et puis la bienveillance, notamment pour obtenir de l'authenticité. Alors il y en a qui, notamment pour poser ce cadre, émettent des contrats, écrivent vraiment clairement des contrats. Je ne sais pas s'il y en a qui fonctionnent avec ça en début de séance. Non, moi non plus, je ne fonctionne pas avec ça, mais du coup voilà, il y en a qui ont des contrats signés en disant voilà, vous serez à l'heure, sinon c'est temps, et puis machin, et puis ceci, et puis cela. Pourquoi pas, moi je trouve ça un peu rigide, mais ça vient aussi un peu se protéger et se prémunir parce que souvent dans ce contrat, il y a aussi la fameuse phrase de dire « je suis pas médecin », vous savez, et donc du coup n'arrêtez pas votre traitement, etc., etc. Ce qui permet de dire que si demain il y avait une plainte, ils ressortent ça, d'accord ? Et puis je voudrais vous parler du cas de Paul. Alors évidemment c'est un nom d'emprunt également. C'est pas Paul là-bas. Donc le cas de Paul, donc un de mes clients, qui au bout de la deuxième séance, me dit non mais j'ai bien réfléchi tout ça, tout ce qui joue pour moi là et tout ça, et je crois que je m'auto-punis. En fait, c'est un mec qui est un peu parano et qui, quand il y a un adolescent dans la fleur de l'âge, qui a vraiment envie d'entrer en relation avec plein de gens, etc., qui lui dit pas bonjour, lui, ça rumine, quoi. Ça rumine, il dit pas dit bonjour, ça se trouve, j'ai fait un truc, ça va pas, là. Voilà. Par rapport au cadre, hein, tout ça, donc j'aurais dit, écoutez, je suis pas médecin, vous avez été voir un médecin aussi, parce que moi, là, tu vois, je sais pas s'il a une pathologie psy à ce moment-là. Hein. Donc voilà, en lui disant, je ne sais pas. J'ai recadré aussi sur le fait que, à la limite, il n'en a pas assez OK, et que nous, on allait faire sans, hein, OK. Mais voilà, dans ce que je pouvais lui apporter. Mais surtout, à un moment donné, en fait, il s'autorise à me dire, quand même, je crois que je culpabilise vachement. OK, pourquoi ? Je culpabilise beaucoup. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que j'ai eu des gestes plutôt incestueux. Ou plutôt même, j'ai eu même des pulsions en fait, sexuelles envers notamment les copines de ma mère, à 8 ans, précoce.
Et puis, quand je jouais avec la cousine ou les machins comme ça, bah, voilà, vraiment, je jouais, mais bon, j'aurais pas été lui mettre la main dans la culotte, hein, comme ça, hein, mais par contre, voilà, dans les jeux, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas adapté, pas normal, etc. C'est dur à dire quand même, à se l'avouer, à le dire à quelqu'un. Je pense que là encore, si j'avais pas eu cette alliance thérapeutique, cette confiance en fait de mise, bah, on n'aurait pas été au bon endroit en fait durant la séance. C'est ça que je veux vous amener. Parce qu'une fois qu'on a traité ça, comment il s'est senti léger, et au niveau de cette espèce de paranoïa là, bah, du coup, d'un coup, comme il culpabilise plus, il se dit pas que l'autre il a vu, qu'il sait que peut-être que quand il était jeune, il avait des pensées comme ça et tatata. Ça a coupé, naturellement. Donc c'est quand même vachement important, parce qu'on peut passer à côté de quelque chose de très important pour lui s'il n'y a pas cette authenticité. Alors, si le résultat en hypnose peuvent sembler parfois spectaculaires, on n'oublie pas que c'est une co-construction bien sûr entre le thérapeute et son client, c'est ce que je vous ai dit. L'alliance thérapeutique, moi j'aime bien dire que c'est un terrain fertile qui permet vraiment à nos clients de s'épanouir. Et puis, sans une réelle implication de la personne, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de résultat. Et pour moi, vraiment, seule la relation thérapeutique et la confiance peut faire vraiment tomber les barrières. On en parlait du coup ce matin des barrières. Et sans barrière, bah, finalement, notre outil, voilà, il devient surpuissant, quoi. Il a marqué un petit boom, là, je ne sais pas si tout le monde le voit. C'est là où ça devient surpuissant. Un peu comme avec l'exemple de Paul. Alors les piliers de l'alliance thérapeutique, ils sont en lien directement avec les fondements et les croyances liées à l'hypnose et finalement au fonctionnement de notre cerveau. Je pense même que j'aurais pu ne pas du tout mettre cette diapo parce que je pense qu'à l'heure où vous en êtes, en fait, vous êtes complètement convaincu par rapport à ce que vous connaissez de l'hypnose. Mais si vous me permettez, je vais quand même aller jusqu'au bout de la présentation. L'hypnopraticien contrôlerait l'esprit de son client. Vrai ou faux, c'est pas le sujet ici, c'est qu'il s'amène finalement avec cette croyance-là. Et que cette croyance-là, elle donne encore plus de poids à cette asymétrie. Peut-être même encore plus que dans d'autres professions d'accompagnement ou du mieux-être. D'accord ? Celle du praticien, c'est quoi ? Bah, c'est qu'on croit tous quand même en notre outil et qu'on croit qu'en reprogrammant au niveau inconscient, bah, finalement, ça va bouger pour lui, quoi. Ça veut dire qu'on s'offre la possibilité aussi de croire en son client, d'avoir en fait, de poser ce regard positif inconditionnel sur nos clients. Et donc ça joue aussi sur l'alliance thérapeutique. Peut-être qu'il y a encore d'autres éléments. Je pense qu'à ce stade, c'est plus la peine. Vous l'aurez compris, développer ses compétences de thérapeute pour favoriser la construction du coup solide de cette alliance, pour moi, c'est pas un luxe, mais c'est vraiment une nécessité à chaque séance. Je vais avoir plus de mal avec les gens qui sont justement pas très clairs, etc. Il va falloir toujours recadrer pour justement créer cette alliance. Une petite citation, alors je ne sais pas si on peut se citer soi-même, mais enfin bon, je vais quand même le faire. J'aime bien dire finalement que tel un caméléon, nous nous fondons dans l'univers de notre client. Et fort de cette acceptation finalement qui est tacite à influencer l'autre avec bienveillance, précisons-le, nous déjouons chaque résistance, nous pensons chaque blessure et à la force de notre voix et de nos mots, nous aidons chacun de nos clients. Trouver la clé, utiliser un protocole sur mesure, l'intention de bien faire, c'est notre façon d'influencer positivement nos clients. Et c'est ainsi qu'ils se donnent la possibilité de s'ouvrir à eux-mêmes pour que le changement entre véritablement dans leur champ de leur possible. C'était un peu le mot de la fin. C'est avec un peu cette phrase-là et cette idée-là et cette conception-là que j'ai créé la formation Développer ses compétences pour devenir thérapeute, en tout cas pour améliorer ses compétences de thérapeute. C'est une formation qui est dédiée aux hypnos, ça pourrait être vraiment à tous les thérapeutes du mieux-être, mais en tout cas aux hypnos notamment, qui veulent vraiment soigner leur posture thérapeutique et la symétrie de leurs relations. Je vous remercie de votre attention. Place à vous et à vos questions.